Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors je vous présente mon bilan lecture du mois de novembre. J'ai pas mal de choses à vous présenter, je vais essayer d'aller vite. Mais j'ai toujours envie de vous parler pendant des heures de ce que j'ai lu parce que ça me plaît. Et j'ai envie de vous donner envie de les lire aussi quand ça m'a plu. On va commencer par les lectures du PLIB. J'en ai deux. J'ai Elstride qui était sur ma liseuse et R. Donc Elstride, alors les deux bouquins n'ont pas été présélectionnés pour le PLIB. Elstride, donc ça se passe dans un vaisseau, navette spatiale, quelque chose comme ça, avec une intelligence artificielle qui contrôle le vaisseau et qui va contrôler le vaisseau. Donc le passager est un petit peu paniqué, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est un huis clos vraiment oppressant, très court, il fait moins de 100 pages je crois. C'est publié chez Le Bélial, je vous le conseille, parce que si vous aimez un peu les romans un peu futuristes et très très courts, bah, ça peut être carrément intéressant. Parfois c'est un peu scientifique, parfois un peu dense, donc pas toujours très très abordable, mais j'ai trouvé le propos intéressant et du coup ça m'a plu et puis c'est court donc c'est assez efficace. Le deuxième que j'ai à vous présenter c'est R, que j'ai adoré, que j'ai emprunté en médiathèque. Alors je ne l'ai pas adoré pour la plume ni pour le scénario de base quoi. Je l'ai trouvé intéressant vraiment pour les idées derrière parce que en fait dans R, le gouvernement actuel est une dictature écologique, enfin bref, pardon, je suis postillonne, qui est donc un peu extrême et on va suivre notamment Samuel Bourget et sa famille qui vont vivre, ils sont en France, je me demande même s'ils sont pas à Paris peut-être, qui vont subir un petit peu cette dictature là et qui auront connu eux le gouvernement précédent et les gouvernements précédents et qui se retrouvent maintenant face à cette dictature. On va voir comment ils évoluent et on va voir en fait deux partis pris, à savoir le premier où j'habite dans une capitale, une zone urbaine, je suis régie par des lois à caractère dictatorial, des lois féminins, et de l'autre côté, donc j'ai des amendes si je suis pollueur, si je ne respecte pas la loi, et de l'autre côté, je vis dans la nature, j'écoute la nature, je suis écolo, parce que je vis autour de ça, et que je me nourris avec ce que je peux trouver, et naturellement en fait je tends vers quelque chose de plus écologique. Et c'est très intéressant de voir le parallèle et de se remémorer la société actuelle, de savoir comment est-ce qu'on consomme, comment est-ce qu'on vit avec ça, et comment est-ce qu'on pense à notre environnement. J'ai vraiment beaucoup aimé le propos. Voilà. Après, encore une fois, la plume n'est pas transcendante, l'histoire non plus. Une espèce de pseudo-histoire d'amour, j'ai pas tellement compris, qu'il n'avait pas vraiment sa place. Donc, en fait, voilà, c'est pas un coup de cœur, mais le propos derrière est très très intéressant. Donc, je vous le recommande quand même. Il est super court en plus, il fait 300 pages. Il se lit vite, il est écrit gros, donc c'est une bonne lecture. Ensuite, je vous présente les deux mangas, pardon, je suis un petit peu prise, les deux mangas que j'ai lus, à savoir Le bateau de Thésée et Chisako Garden. Petite déception pour Le bateau de Thésée. Ça se passe en 89, il y a eu un empoisonnement par une affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium qui touche une école primaire. Un homme est accusé, cet homme-là a une famille, il est policier, il a un fils. Ce fils-là grandit avec le souvenir de son père qui a été coupable alors que lui sait qu'il n'est pas coupable, c'était pas lui, c'est pas possible. Jusqu'au jour où il va se retrouver dans un brouillard et arriver devant l'école primaire où a eu lieu l'accident, sauf qu'il va avoir été projeté 6 mois avant cet accident. Donc on imagine qu'il va vouloir récupérer un petit peu, réparer plutôt les dégâts. Et que va-t-il se passer? Va-t-il rencontrer son père? Va-t-il rencontrer les élèves? À qui va-t-il parler? Tout ça. L'idée de base est vraiment bien. Après, je pense que c'est moi qui n'ai pas accroché, parce que pour moi c'était un peu lent, un peu facile en fait, un peu froid. Et voilà, j'ai pas aimé. Donc j'ai le tome 2, je ne sais pas quand je lirai, mais je ne me jetterai pas dessus personnellement. Ensuite, par contre, un joli petit coup de cœur, c'est Chisako Garden, écrit par Yuki Kodama, oui pardon. Ça c'est par Toshiya Higashimoto. Les deux sont publiés chez Vega. C'est une petite maison d'édition qui publie des très très bons titres. Je sais que Le bateau de Thésée a eu beaucoup de retours positifs. C'est moi qui n'ai pas aimé, mais ça ne veut pas dire que c'est... Tout ce que je dis n'est pas parole d'évangile. Donc Chisako Garden, aussi chez Vega, où là on va suivre des petits Lilliputiens, qui s'appellent les Chisako, qui vivent dans des petits jardins. Et en fait, ces 5 petites nouvelles, ce qui est très rigolo, c'est qu'elles vont avoir un lien entre elles, plus ou moins. Surtout la première et la dernière, que j'ai trouvé très intéressant. Et en fait, ces petits Lilliputiens ne sont vus que par des personnes qui n'ont jamais connu l'amour, je crois. Ou des enfants, voilà, des personnes qui ont un petit peu
pas cette naïveté, mais cette petite essence qui permet de voir les Chisako. Et c'est super touchant parce que eux vont servir de lien entre les personnages, pour les relations entre eux, pour la manière dont ils vont vivre, les émotions, les sentiments qu'ils ressentent. J'ai trouvé ça super touchant, j'ai beaucoup aimé. C'est un one-shot, hein, c'est un recueil, donc voilà, il n'y en aura peut-être pas d'autres, quoique il pourrait y en avoir d'autres, ça serait chouette. Mais en tout cas, c'est vraiment une très très bonne lecture, donc je vous le conseille. C'est tout petit, enfin c'est 5 petites nouvelles, et c'est très mignon. Niveau comics, j'ai avancé Walking Dead, je suis au 4, 5, 6, enfin j'ai lu 4, 5, il me reste le 6 à lire. C'est toujours très bien, hein, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Là on est toujours dans la prison, sauf que les jalousies se font, et le pouvoir amène à la violence, et c'est pas très cool, donc c'est vraiment intéressant, moi j'aime toujours, donc c'est toujours un plaisir de retrouver Walking Dead. Ensuite, on va passer au livre pour le Pumpkin Autumn Challenge, et je suis trop contente parce que j'ai validé, enfin 98%, mon Pumpkin Autumn Challenge cette année. Alléluia. Donc, mes 4 dernières lectures ce mois-ci, on va commencer par celle-là, par celle que j'ai fini par abandonner au final, qui est donc Lovecraft, le mur du sommeil, où en fait c'est des petits recueils de nouvelles, donc par le mur des sommeils, les rats dans les murs, le monstre sur le seuil, celui qui hantait les ténèbres, et l'affaire Charles Dexter Ward, qui est la plus longue, qui fait presque 200 pages. J'ai beaucoup aimé les 4 premières. La dernière était un peu trop longue pour moi, c'est pour ça que j'ai laissé tomber, j'ai eu la moitié. C'était trop dense, trop pas scientifique, mais les faits quoi, les faits. Et il me manquait cette part d'imaginaire que j'avais pas, et que j'avais retrouvée dans les premières nouvelles. Donc là, c'est plusieurs nouvelles, je peux pas trop vous en dire parce que c'est des nouvelles, donc c'est cool. J'ai pas eu peur, mais j'ai adoré la manière dont Lovecraft amène son fantastique dans ses nouvelles. À savoir qu'au départ, il va effectivement se baser sur les faits, sur des choses réelles, très réalistes, qui pourraient tout à fait arriver. Et à un moment donné, par exemple, on va découvrir une grotte. Une grotte immense, glauque, avec des cadavres, avec plein de trucs. Et du coup, la nouvelle prend une toute autre dimension et bascule dans un super imaginaire. Et on se remémore tout ce qui s'est passé avant. Et le fait que ça a été si réel rend l'imaginaire très réel également. Donc je pense que c'est une sacrée qualité pour Lovecraft. J'ai beaucoup aimé. On m'a conseillé La Maison de la Sorcière aussi. Donc dites-moi si vous l'avez lu, celui-ci, ou d'autres. Quelle nouvelle vous avez le plus marqué de Lovecraft? Je suis vraiment preneuse de tous les titres. Voilà, ça c'était pour celui-ci. Les Chroniques Martiennes de Ray Bradbury, que j'ai beaucoup aimé. Pareil, des petites chroniques, ça se passe, je sais pas, il y en a une trentaine à peu près, ça se passe entre 2030 et 2057. Donc c'est plutôt assez actuel, en sachant que ça a été écrit dans les années 40. Je vous laisse imaginer un petit peu l'avant-gardisme de Ray Bradbury. Donc c'est en fait, ça tourne autour des Martiens bien sûr, mais aussi des relations entre les Terriens, les Martiens, l'environnement, la manière de vivre des Martiens, alors qui est parfois très drôle, qui n'a souvent rien à voir avec nous, et il creuse pas mal, il démontre un peu que oui, ça pourrait tout à fait être réel, et en fait je me demande vraiment comment ça a été perçu au moment de la publication, parce que dans les années, ça a été publié en 1950, 53, ah non, 50. Et je me demande comment ça a été perçu à l'époque, parce qu'en 50, on imagine qu'on voyage, qu'on va sur Mars faire des vacances. Jamais les gens n'auraient pu croire ça, alors que maintenant, on se dit, ouais, on pourrait aller sur Mars dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, bah voilà. On va passer des vacances sur Mars, c'est cool, on se fait 2 petites semaines, on revient après. Et c'est vraiment très intéressant, c'est super cynique. Et il y a des expéditions donc, de la Terre qui va vers Mars, des terriens, et la rencontre des deux est super drôle par moments. J'ai beaucoup aimé, ça n'a pas du tout pris un seul coup de vieux. C'est super actuel, j'ai vraiment adoré. Donc je suis ravie. Je vous avais fait sur le blog, en plus des chroniques martiennes, Fahrenheit 451 et l'arbre d'Halloween en petite chronique, sous le nom À la découverte 2, parce que je vous présente un auteur comme ça où je lis 3 livres, pour vous présenter 3 petites chroniques d'un même auteur. Donc ça c'est à retrouver sur le blog. En tout cas, super bonne expérience, j'ai adoré celui-ci. Un autre coup de cœur, mais alors celui-là je ne m'attendais vraiment pas. Je l'ai acheté à Livre Paris, donc en mars, et depuis mars, il a une belle place dans ma bibliothèque, il allait très bien. Et puis je me suis dit en juin, tiens, je vais peut-être le sortir. Et puis, non, c'était pas du tout le mood, trop poétique, trop alambiqué.
Donc je me suis dit tant pis, allez hop, on me met pour le pumpkin, je le lirai pour le pumpkin. Et je l'ai sorti et je l'ai bouffé en une journée. Enfin en une après-midi et le lendemain toute la matinée. J'ai été sciée. Donc là, on suit Amaryllis qui a 16 ans, qui habite dans le domaine des vers, avec sa maman, qui la séquestre un petit peu, qui lui force à apprendre ses leçons de botanique pour l'envoyer au meilleur institut botanique du pays. Mais elle n'a pas du tout envie, elle veut être exploratrice, aventurière, tout ça, elle n'a pas du tout envie d'étudier les plantes, ça la gonfle. Mais bon, elle est un petit peu obligée, c'est sa mère, elle a 16 ans, elle ne va pas se rebeller. Et on apprend assez vite dans le bouquin qu'elle a du mal à s'endormir le soir sans un médicament que lui prépare sa mère. Jusqu'au jour où, il y a un soir où elle n'en a plus. Donc elle va faire des cauchemars invraisemblables. Et là, on va vraiment découvrir l'histoire du domaine des vers. Mais c'est un truc de dingue. Parce que la plume déjà est très belle, très soignée. C'est super... c'est très fin. C'est vraiment très fin. Et c'est un peu à la manière, vous voyez, du titre comme ça. Un peu tout en rondeur. Et c'est très très beau. Et quand on bascule dans le monde onirique d'Esver, oh, mais j'ai accroché à 200%, j'ai adoré. Et vraiment, si vous l'avez lu et que vous avez des titres similaires, je suis preneuse pareil à 200%. J'ai adoré ce bouquin. La plume est trop belle. La relation entre Amaryllis et sa mère m'a fait penser un peu à Réponse. Voilà. Mais au final, on découvre que sa mère n'est pas si marâtre que ça, qu'il y a quelque chose derrière, et qu'il y a beaucoup de choses derrière si on creuse un peu au fur et à mesure du bouquin. C'est ça qui m'a plu, c'est qu'il y a plusieurs couches comme ça qu'on enlève et on découvre, et c'est super riche comme bouquin, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc je suis ravie de l'avoir lu. Et mon petit coup de cœur, j'ai découvert L'Enfant du Lac de Kate Morton. J'ai découvert Kate Morton. Et comment vous dire que ça a été un immense coup de cœur, parce que je l'ai écouté à 80%, je l'ai lu à 20%. La narratrice était incroyable, et c'est un super coup de cœur. Secret de famille, très très bien ficelé, je sais pas comment, je ne voudrais pas trop vous en dire, mais voilà, ça se passe en Cornouailles, dans les années 30. On apprend au bout de 200 pages, parce qu'on pose vraiment là le temps, au bout de 200 pages qu'un petit garçon a disparu un soir du solstice d'été en 1933. Et hop, on arrive en 2003, on suit Sadie, qui est une petite enquêtrice, voilà, qui élucide des affaires, dont une qui n'a pas vraiment été élucidée. On la suit un peu, puis on découvre un petit peu son histoire et l'histoire de Sadie en même temps. Donc on creuse l'histoire de Sadie et on continue à creuser l'histoire en Cornouailles en 33. Et puis on creuse, et puis on creuse, et puis on apprend plus sur les personnages, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ce qu'ils étaient avant, et puis des petits secrets, et puis des événements, et puis la disparition, mais comment ça peut se passer s'il y avait machin et pas truc. Et Sadie qui va s'intéresser à cette histoire-là en parallèle. C'est tellement bien ficelé, j'ai halluciné sur la fin, mais c'était tellement beau comme révélation, c'était génial. J'ai adoré ce bouquin, c'est un sacré pavé, hein. 730 pages, mais qu'est-ce qui se lit bien. Alors bon, je l'ai lu à 20%, je l'ai écouté surtout, mais je suis sûre que je l'aurais dévoré de toute façon, parce que la manière dont Kate Morton écrit, ça peut être vu comme quelqu'un qui prend son temps pour installer vraiment l'histoire, pour poser. Bien sûr, ça pose, ça prend son temps, mais c'est un délice à lire et à écouter, parce que tout est intéressant, parce que la manière dont elle trouve les mots justes pour décrire les choses, nous parle tout de suite. Donc voilà, Kate Morton à 200%. Je vais lire Les Brumes de Riverton en 2020. Si vous avez d'autres titres, je suis preneuse, mais voilà, déjà Les Brumes de Riverton, pour la suite on verra. Et en parallèle, là maintenant je suis en train d'écouter La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley, qui est pour moi un peu dans la même veine que Kate Morton, niveau secret de famille, histoire comme ça un peu. Il y a peut-être un peu plus de romance chez Lucinda Riley. Là il n'y a pas vraiment de romance, hein, enfin si, mais bon, voilà, il n'y a pas d'histoire d'amour un peu mumière, tout ça, non, pas du tout. Dans Lucinda Riley, je ne sais pas. J'ai écouté 2 heures sur les 18 heures pour l'instant, ça a l'air d'aller encore, hein. Je ne veux pas tomber dans le gnangnan, mais on m'a dit que c'était vraiment une valeur sûre, Lucinda Riley. Donc voilà, je pense que j'en lirai un pour le Cold Winter aussi, mais je m'égare. Kate Morton, donc ravie d'avoir fait cette lecture. Et Pumpkin d'Autumn Challenge validé. Voilà. On passe ensuite au Black November. J'ai lu... Alors, j'ai commencé par Walking Dead au début. Ensuite, j'ai lu Sinestra. J'ai lu les Galeries Hurlantes. Et là, je suis sur Ils étaient 5 de Sandrine Destombe. Donc je vais commencer par, alors Walking Dead, je vous en ai parlé, Sinestra de Ramel Carbonell, qui était une très très bonne surprise. J'avais adoré Criminal Loft, je n'ai pas lu Majestic Murder, mais celui-là j'en attendais beaucoup, j'en entendais aussi beaucoup parler. Et oh là là, pareil, je l'ai dévoré je crois en 2 jours, 3 jours, il me semble. C'est un pavé, hein, il fait 381 une page,
Mais oh là là, j'ai mis des petits post-it aussi. Et c'était tellement bien, tellement sombre et glauque. Oh, donc ça se passe à Sinestra, au Val Sinestra, qui est en Suisse, je crois, au cœur de la vallée des Grisons. Je crois que c'est en Suisse. Ouais. Alors quand vous voyez cette brume sur la couverture, c'est exactement le roman. C'est brumeux. On n'y voit pas très clair. Et en fait, c'est Armelle Carbonel qui va nous tisser l'histoire au fur et à mesure, avec sa plume tellement belle, tellement soignée. Et on va découvrir le Val Sinestra, qui va parler lui-même. Il y a des chapitres où c'est le Val Sinestra qui parle. Et les chapitres, sinon, sont intercalés entre certains personnages, des enfants notamment, qui vivent au Val Sinestra. Donc voilà, je vous raconte un petit peu des mères brisées au bras de leur progéniture, des orphelins meurtris et atteints de désordre psychique, mais là où ils croyaient avoir trouvé la paix, les résidents vont réaliser que le mal a franchi la frontière avec eux. Il y a deux personnes qui dirigent le Val Sinestra, j'ai oublié leur nom bien sûr, c'est Signor je sais plus quoi et Hildocter je crois, qui sont pas très nettes, hein. Non, ils sont pas très nettes, on s'en rend assez vite compte, et ces pauvres enfants et ces pauvres mères, voilà, je veux pas vous en réveiller plus, mais c'est une longue descente aux enfers jusqu'à ce que les mères et les orphelins se rendent compte que... Et c'est tellement bien. J'ai beaucoup aimé. Donc c'était mon huis clos pour le Black November. Et c'était vraiment une très très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu un livre qui m'a fait peur. Qui m'a fait peur. J'ai lu 26 livres de King, j'ai pas eu peur une seule fois. Et là, Les Galeries Hurlantes de Jean-Marc Desnaux. Petit livre, publié chez Tornada, de 206 pages, qui parle de fantômes, d'esprits, de revenants, d'une dame qui s'est suicidée, mais la maison est toujours un petit peu hantée de sa présence. Voilà, c'est alors c'est un troisième ou un quatrième tome de Alan Lambin, qui est un spécialiste en paranormal. Donc on suit un petit peu ses aventures, donc là c'est la dernière aventure j'imagine, parce qu'en fait la manière dont c'est décrit dans le roman, on se doute bien qu'il a fait des rencontres avant et que blablabla, mais c'est pas grave pour la lecture, moi j'ai pu le lire sans problème. Donc il étudie les phénomènes paranormaux, et là ben voilà, on va être dans une histoire de fantômes et d'esprits, et c'est ça qui m'a fait peur, parce que la manière dont c'est écrit, dont c'est décrit, il y a des moments, pour ceux qui l'ont vu, où j'avais l'impression d'être dans Silent Hill, vous savez, avec les infirmières. Vous voyez ces infirmières dans Silent Hill qui sont complètement comme ça, ensanglantées comme ça, et qui avancent comme ça. Oh, mais c'était tellement ça, mais j'avais les images en tête de la morgue, de l'hôpital, de tout ça, et c'est vraiment ça dans ce bouquin. C'est flippant. J'ai eu peur, j'ai adoré avoir peur. Donc voilà, j'ai compris que les esprits et les fantômes me faisaient peur quand on les décrivait bien. Et là, clairement, on les décrit très très bien. Donc je vous raconte vite fait. Voilà, Karine, 10 ans, a un ami imaginaire, sauf que son père n'en peut plus, il a perdu sa femme, sa belle-mère est complètement folle, il décide d'appeler Alan Lambin pour dire écoutez, faites quelque chose, je pense que une maison est hantée, il y a quelque chose à faire, c'est pas possible. Il arrive, il débarque et il dit oh là là, oui, effectivement, je sens des présences, mais c'est pas normal, je vais enquêter sur votre histoire. Et c'est là où se déroule le fil, et clairement, wouh, c'était trop bien. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, et j'ai été scotchée par un marque-page, par la manière dont l'auteur en fait nous amène l'histoire, qui peut être vue très simplement. Voilà, une version très simpliste en fait de l'histoire, parce que la plume n'est pas tant travaillée que ça. Il écrit sa petite histoire, ça nous convient, on suit bien l'histoire, jusqu'au moment où quand il arrive vraiment dans le paranormal, il pointe tout de façon à ce qu'on puisse se projeter complètement dans les lieux, et c'est très efficace. Donc voilà, je vous le vends bien, j'espère, en tout cas je vous le recommande. Qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Cela. Alors, celui-là je l'avais déjà commencé en octobre, Dr Sleep. Je vous en avais parlé il me semble dans le bilan précédent, donc je l'ai terminé. C'est un coup de cœur. Est-ce que c'est un coup de cœur? Non, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture de King que j'ai pris plaisir à écouter surtout. J'ai juste lu la fin, mais je connais Shining, je connaissais déjà l'histoire de Dr Sleep en partie parce que je l'avais déjà commencé. Mais voilà, c'est très, très très bien. Les personnages sont très attachants, surtout Abra. Le lien avec Dan est top. La révélation de la fin, je m'y attendais tellement pas. J'étais un peu sur le cul. Et franchement, ouais, j'ai pris beaucoup plaisir à lire et à écouter ce bouquin. J'avais très envie d'aller le voir au cinéma. J'ai pas trop le temps en ce moment, donc je pense que je ne le verrai pas au cinéma.
J'achèterai peut-être le DVD. Apparemment il n'a pas des super critiques et il n'est pas resté très longtemps à l'affiche. Je pense qu'il n'est même plus à l'affiche actuellement. Donc voilà, en tout cas pour ceux qui ont lu ou pas Shining, vous pouvez lire Dr. Sleep sans problème. Vous aurez peut-être pas toutes les références avec Shining, vous serez sûrement spoilé malheureusement de Shining si vous ne l'avez pas lu. En tout cas voilà, Danny voit des esprits, il a le Shining, il a le don, il a grandi, il est alcoolique et il arrive dans une petite bourgade où il décide d'arrêter avec l'alcool et tout, et il rencontre une autre jeune fille qui a apparemment le même don que lui, à savoir je lis dans les esprits, je vois des choses pas claires, enfin donc on va rencontrer ces deux personnages là, le lien va se créer et il va y avoir des retours à Shining, bien sûr. J'ai pas trop de mots pour ça parce que c'est une lecture qui m'a beaucoup accompagnée pendant plusieurs semaines au fur et à mesure que je l'écoutais et ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Et enfin, mon petit Carizy de l'année, le jeu du chuchoteur, qui est donc le 4e tome du chuchoteur, qui a peut-être pas sa place dans la saga. Non, c'était une très bonne lecture, mais est-ce qu'il y avait besoin d'écrire un 4e tome? Je ne sais pas. Là, on va être plus dans quelque chose d'actuel, sur un tueur qui utilise un petit peu la réalité, c'est quoi la réalité virtuelle, les jeux vidéo, tout ça. Et c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment bien amené, clairement, j'ai beaucoup aimé. Il y a un passage où j'ai eu peur aussi. J'étais tellement dedans, c'était tellement bien décrit que je voyais la personne et que je voyais les lieux. J'ai eu le petit frisson que j'aime bien. Mais voilà, je sais pas si c'était utile comme tome et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Enfin, s'il y en a d'autres, je les lirai. Mais le chuchoteur, c'est vraiment le top, quoi. Donc moi, j'ai pas lu l'écorché. Il est là. Mais c'est pas grave. Alors, on apprend des choses avec Mila, parce que c'est Mila Vasquez, le personnage principal. Dès le début du roman, on apprend quelque chose. Et je me suis dit, oh, est-ce que j'ai loupé quelque chose, un épisode? J'en ai parlé à une copine qui m'a dit, oui, en fait, il se passe ça dans l'écorché. Ah, bah c'est pour ça, j'avais loupé cette information-là, mais c'est pas très grave. En tout cas, voilà, je vous lis vite fait. En pleine nuit d'orage, l'appel au secours d'une famille autour de leur maison, un homme à capuche rôde, la police qui n'arrive qu'au petit matin, le spectacle d'un carnage, du sang partout, mais aucun corps, ni parents, ni enfants. En fait, ce qui se passe, c'est que l'agresseur, j'ai révélé un petit peu le truc, va être en lien avec Mila. En fait, il va avoir un tatouage, le prénom de Mila. Donc c'est pour ça qu'on va l'appeler en disant, coucou, tu peux pas vivre comme ça, à la campagne, tranquille, parce qu'elle s'est exilée comme ça pendant 10 ans. Non, non, tu reviens travailler un petit peu avec nous parce que tu es concerné par ce tueur-là. Donc voilà, c'est toujours bien écrit, hein, avec Carizy, il n'y a pas de surprise, j'aime beaucoup. Mais ouais, je me pose la question sur l'utilité de ce roman. Simplement, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. En ce moment, je suis donc en train de lire Ils étaient 5 de Sandrine Détombe pour la fin du Black November. Je lis également Peau bouille de Zola qui n'a rien à voir avec le Sandrine Détombe, et tant mieux. Et bah, j'aime bien les deux. Pour l'instant, Ils étaient 5. Je commence tout doucement à rentrer dans l'histoire, j'ai lu presque 100 pages. Et puis Peau bouille. Alors en 2020, il faut que je lise plus de Rougon-Macquart. Je en ai lu 11 déjà, enfin c'est le 11e que je lis. Et il y en a 20 et j'espère en lire au moins 2, 3, 4 peut-être même un peu plus. Donc, voilà, j'espère que ce bilan lecture vous aura plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement pour ma palle du Cold Winter Challenge, qui sera toute petite et je crois qu'il n'y a que 1 ou 2 menus que j'ai respectés, mais c'est pas grave. L'important c'est de participer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, où que vous soyez. À bientôt.